Elle a royalement merdé au 5e jeu, plantant là ce crétin sentimental de Gi-hoon avec son mioche. Les concurrents restants, ses prétendus survivants, scellent une alliance meurtrière aussi pathétique que silencieuse contre lui. Leur stratagème est de liquider le gosse et Min-soo au cours de la prochaine épreuve. Les règles sont impitoyables. Ils doivent désigner au minimum 3 individus à offrir en sacrifice pour accéder à l'ultime étape. Le maître du jeu refait une lame à Gi-hoon comme s'il s'agissait d'un quelconque artefact divin. Il a le toupet de laisser entendre que Gi-hoon n'a qu'à zigouiller les autres pour sauver sa peau et celle du môme. Il lui susurre ces putains de conneries comme quoi il devrait les égorger pendant qu'il pionce pour empocher le pactole. Il a le toupet monstrueux de lui balancer « Toi et le mioche pouvez vous tirer vivant de ce trou à merde, je te le jure !» Puis il lui lance une interrogation perfide, histoire de sonder la foi tenace de Gi-hoon en l'espèce humaine. De retour au dortoir, Gi-hoon se glisse tel un spectre tandis que les autres pioncent à poing fermé. Le maître du jeu l'épie via les caméras, éprouvant un plaisir malsain et voyeuriste face au spectacle. Son esprit s'égare et il se remémore l'instant où Il-nam lui a proposé le même marché de merde. Le souvenir d'Il-nam exigeant. Pourquoi putain tu tergiverses lui martèle le cerveau? On l'avait prévenu que dès le lendemain, les autres lui tomberaient dessus pour le buter et qu'il ferait mieux de frapper en premier. Sa seule justification pour sa couardise d'antan reposait sur la conviction fragile que n'importe qui d'autre aurait agi de même. Cet abruti finit à renier l'humanité à la seconde précise où il s'est renié lui-même. Alors, il pousse un soupir de soulagement quand il semble que Gi-hoon est sur le point de planter Jung-dae avec un couteau. Mais Gi-hoon, cet homme pétri de compassion, est tout simplement incapable de passer à l'acte. Il se souvient de Sebuk, la femme qui l'avait dissuadé de tuer son ami. Elle lui avait intimé de ne pas s'abaisser à leur niveau merdique, affirmant qu'il était foncièrement quelqu'un de bien. Gi-hoon abaisse donc la lame et retourne se coucher tel un chien battu. Le maître du jeu fond en larmes. Il prend conscience de son échec cuisant dans la manipulation psychologique qu'il tentait d'imposer à Gi-hoon. Il n'a pas réussi à briser l'esprit de cet homme, ce qui prouve simplement que Gi-hoon a les putains de couilles morales qui lui ont toujours fait défaut. Pendant ce temps, l'agent No atteint une large bouche d'aération à l'extérieur du complexe. Elle loge une balle parfaite en plein dans le ventilateur, niquant complètement son mécanisme. Elle grimpe lestement dans le conduit et entreprend d'infiltrer les salles principales. Elle rampe dans les conduits exigus, telle une professionnelle investie d'une mission d'une importance capitale. Loin en mer, le père de la fillette malade progresse péniblement dans le brouillard, comprimant une blessure sanglante. Au même instant, Juno et quelques mercenaires s'efforcent de localiser la même île. La radio du bateau grésille et une voix glaçante retentit. C'est son propre frère, le maître du jeu, qui lui ordonne de rebrousser chemin ou de se faire descendre. Junio, fidèle à son caractère obstiné, lui répond en substance d'aller se faire foutre. Le lendemain matin, une annonce par haut-parleur proclame que le jeu final est sur le point de débuter. Un par un, les participants se lèvent et s'avancent dans le couloir vers une mort quasi certaine. À cet instant précis, Note descend du conduit de ventilation jusque dans la chambre privée d'un officier. Elle entend une douche en marche, alors elle se planque et patiente avec la discipline d'une tueuse de sang-froid. L'officier, un connard de Nord-Coréen, sort de la douche et se retrouve nez à nez avec un pistolet pointé sur son visage. Elle lui intime l'ordre d'effacer tous les fichiers numériques concernant le père de la fillette malade. Il obtempère sans un mot, purgeant les données de la mémoire de l'ordinateur. Il a ensuite le putain de culot de demander si c'était tout ce qu'elle voulait supprimer. Non, lui rétorque froidement qu'elle doit aussi effacer les dossiers stockés dans son propre cerveau de traître. Alors ce connard suffisant arbore un sourire et déclare qu'il conserve des copies papier de tout. Il précise que pour purger intégralement le dossier du joueur 246, les archives physiques doivent également être anéanties. Les dossiers physiques sont entreposés dans les archives du bureau privé du maître du jeu privé. Il ajoute que seul lui et le maître du jeu possèdent l'habilitation requise pour accéder à ces archives. Dans une autre section du complexe, les joueurs pénètrent enfin dans l'arène immense et sinistre du dernier jeu. Au centre de l'arène se dressent 3 tours symbolisant un carré, un triangle et un cercle. Les participants reçoivent l'ordre de monter dans un ascenseur situé dans la tour carrée. L'ascenseur entame son ascension, les élevant à des centaines de mètres au-dessus du sol de l'arène jusqu'à une vaste plateforme. Depuis une luxueuse galerie d'observation, les riches VIP assistent au spectacle avec une excitation malsaine et morbide. La voix de l'annonceur claironne que le jeu final est baptisé « Le putain de jeu du calmar céleste ». Nos contraintent l'officier à l'escorter jusqu'au bourreau du maître du jeu. Tandis que l'ascenseur monte, l'officier tente désespérément de s'emparer de son arme à elle. Il s'engage dans une lutte acharnée et le pistolet choit lourdement sur le sol. Ils sortent de la cabine en roulant et atterrissent dans le couloir, poursuivant leur corps à corps. L'officier prend l'avantage un instant, projetant violemment No au sol et la sonnant. Il la surplombe et perd une seconde précieuse à jubiler de sa position. Il se gausse d'elle parce qu'elle aide le joueur 246 lui demandant crûment si elle a une sorte de putain de béguin d'écolière pour lui. Il la méprise ensuite pour avoir mené cette mission périlleuse dans le seul but de protéger un gamin.
Il lui demande cruellement si toute cette mascarade l'aide à se sentir moins comme une merde pour avoir abandonné son propre enfant. Non les supplie de les laisser partir dans une manifestation brute de pur désespoir. Il lui annonce froidement qu'elle est déjà condamnée au-delà de toute rédemption possible. Puis ce salopard sort un couteau et se jette sur elle, avec l'intention de la tuer. Elle part son attaque avec brio et le met à terre, mais il se relève avec une rapidité exaspérante. Il lui fracasse un éclat de verre sur la tête, l'envoyant s'effondrer de nouveau au sol. Alors qu'elle est en sang, il a le toupet de prétendre qu'ils sont des hameçors parce qu'ils viennent tous deux de Corée du Nord. Il affirme l'avoir recrutée parce qu'il pensait qu'elle saisirait ses motivations. Il chouine son histoire sur la perte d'un être cher faute d'avoir pu obtenir un rein. Puis, dans un geste d'un parfait salopard, il lui enfonce la lame en plein dans le rein. Un message crépite sur son talkie-walkie annonçant que le jeu final commence. Il ordonne à ses laquais de commencer sans lui, les yeux rivés sur les moniteurs. Pendant qu'il est captivé par l'écran, No traîne silencieusement son corps meurtri vers l'ascenseur. Il marmonne entre ses dents qu'il aurait dû la jeter dans le jeu. Quand il quitte enfin l'écran des yeux, il aperçoit sa tentative désespérée de fuite. Il se moque d'elle, déclarant que l'ascenseur est inutile sans l'autorité de son masque. No tend la main vers le pistolet qui était tombé durant leur précédent affrontement. Elle force la porte de l'ascenseur, s'empare de l'art, et avant que le monstre ne puisse réagir, elle lui vide plusieurs putains de balles dans le torse. Au sommet de la tour, l'annonceur expose les règles de ce nouveau jeu sadique. Les joueurs disposent de 15 minutes pour choisir une personne à précipiter hors de la plateforme. Si une personne est poussée avec succès, tout le groupe se déplace vers la tour suivante pour réitérer le sinistre processus. Un minimum d'un participant doit être sacrifié sur chaque plateforme. Si le temps imparti s'écoule sans holocauste, chaque fils de pute sur ce pilier finit buté de la plus atroce des manières. L'atmosphère devient si pesante qu'on pourrait la trancher au couteau. Presque aussitôt, chaque membre du groupe jette des regards assassins à Gi-Shun et au bébé. La meute commence à converger lentement vers eux, se déplaçant comme une bande de loups affamés. Pendant ce temps, Min-Soo est en train de complètement perdre les pédales, en proie à de puissantes hallucinations. Il voit le personnage de fiction Thanos suspendu au bord de la tour, une vision pour le moins saugrenue. Alors que Min-Soo tend la main, son hallucination de Thanos se métamorphose en Namu, qui lui agrippe alors la jambe. Min-Soo se met à combattre ce fantôme, titubant dangereusement près du rebord mortel de la plateforme. L'annonceur intervient pour rappeler aux joueurs que la manche ne débute officiellement que lorsque quelqu'un presse le bouton. Zhang Dei s'avance et enfonce le bouton, déclenchant le chronomètre. Il propose une stratégie consistant à sacrifier une personne par manche pour maximiser leurs chances de survie. Il décide de procéder à un vote et, sans surprise, le premier nominé pour l'élimination est ce putain de bébé sans défense. Le joueur 39 objecte que le bébé ne devrait pas être un choix valide puisque sa mère est décédée. Plusieurs autres joueurs abondent dans son sens, tentant de persuader Gi-Hun de leur livrer l'enfant. Il oppose un refus catégorique, obstiné comme une mule. Mangi intervient avec un nouveau plan, liquider d'abord Min-Soo, le joueur en pleine hallucination. Il estime qu'elles pourront régler le cas de Gi-Hun et du bébé sur la tour suivante. Un joueur exprime son scepticisme, se rappelant comment Gi-Hun a héroïquement porté le gamin sur le pont de verre. Un autre participant le traite de taré et lui demande sans ménagement si c'est lui qui a engendré le môme. Le groupe parvient à un consensus pour sacrifier Min-Soo. Alors que le temps file, la panique s'installe et personne n'ose vraiment le pousser. Mangi marche calmement vers le centre, arrache une longue barre de métal d'un support et s'en sert pour balancer Min-Soo par-dessus bord. Dans ses derniers instants, Min-Soo a une brève vision d'une scène paisible avec une personne nommée Semi. Puis il plonge vers sa putain de mort de merde. L'annonceur confirme que le joueur 125 a été éliminé. Un génie fait remarquer que la barre devait être l'outil prévu pour cette tâche depuis le début. Simultanément, l'équipe de poursuite traque le père de la fillette malade. Ils ouvrent le feu, neutralisant le moteur du bateau et immobilisant l'embarcation. Alors qu'il s'attend à être capturé, Junho et le mercenaire débarquent et interviennent. Ils liquident les poursuivants restants avec une efficacité froide et brutale. Junho monte à bord du bateau immobilisé et utilise son scanner pour confirmer l'identité de l'homme en tant que joueur 246. L'homme secouru pointe à travers l'épais brouillard en direction de la silhouette sinistre de l'île. De retour dans le bureau du maître du jeu, No pénètre dans les archives et tombe sur une sculpture de cire flippante d'Ilnam. Elle descend quelques marches, fait sauter la serrure d'une porte et découvre des rangées interminables de classeurs. Elle fouille frénétiquement parmi les dossiers papier jusqu'à ce qu'elle trouve celui du joueur 246. De retour dans l'arène, un pont à l'aspect fragile se déploie vers la tour suivante, la triangulaire. Les VIP se penchent en avant, bavant pratiquement comme des enculés de pervers à l'idée de la prochaine élimination. Lorsque les joueurs restants atteignent la nouvelle plateforme, leur attention se focalise sur Gi-Hun. Le joueur 353 s'empare de la barre et exige que Gi-Hun place le bébé à son extrémité. Gi-Hun, avec une rare étincelle de génie, leur rappelle que les tués laissent toujours un quota de sacrifice pour la manche finale. Un joueur 203 impatient fonce et appuie violemment sur le bouton de départ. Il hurle que si Gi-Hun refuse de lâcher le gosse, ils n'ont qu'à les buter tous les deux.
Gi-hwan informe le joueur 353 que les autres concurrents conspirent contre lui. Juste au moment où le chaos atteint son paroxysme, Mongi annonce qu'il a une idée. Il joue à pierre-papier-ciseaux pour désigner qui tentera de prendre le bébé à Gi-hun. Le joueur 336, le perdant, se fait attacher une corde autour de la taille dans le cadre du plan. Il s'approche de Guillaume en feignant de parlementer, mais Guillaume n'est pas dupe. Lorsque le joueur 336 se jette sur lui, Gi-hun sort sa lame et tranche la corde en coup net. Surgissant par derrière, Mongi apparaît avec la barre et pousse le joueur 336 hors de la plateforme sans la moindre hésitation. Il se tourne alors vers Gi-hun et déclare qu'il est désormais de son côté. C'est à cet instant que Mongi lâche la putain de bombe de vérité « Je suis le père du bébé ». Les VIP exultent, qualifiant le retour de Gi-hun de meilleure décision de tous les temps. Un flashback fait réaliser à Gi-hun que Mongi pourrait bien dire la vérité. Mongi note que sont les deux seuls joueurs armés et suggère de former une alliance. Puis les autres joueurs se retournent soudainement contre le joueur 39, le rouant de coups vicieusement. Il le surnomme la gamelle, prévoyant de transporter son corps défoncé jusqu'à la tour suivante pour le sacrifier. Gi-hun ne supporte plus ce spectacle barbare et intervient pour mettre fin au lynchage. Il riposte en s'en prenant à lui et une mêlée sauvage éclate sur toute la plateforme. Mongi maîtrise un type et le pousse vers la mort sans le moindre scrupule. Gi-hun réussit à poignarder un autre joueur, faisant preuve d'une dextérité surprenante et mortelle avec un couteau. Il ne reste que le joueur 100, gémissant pathétiquement et suppliant pour sa vie. Mongi, ce putain d'avare, le pousse de la tour pour s'assurer une plus grosse part du gâteau. Puis le joueur 39, la gamelle, rampe jusqu'au bord et se jette tragiquement dans le vide. Il ne reste plus que 3, Gi-hun, le bébé innocent, et ce serpent de Mongi, le traître. En arrivant à la dernière tour, Mongi obstrue immédiatement le passage de Gi-hun avec la barre. Il exige que Gi-hun lui remette l'enfant, sa propre fille, sa chair et son sang. L'annonceur prévient que le pont se rétractera dans 5 minutes. Pendant ce temps, le maître du jeu reçoit un appel urgent dans la salle de contrôle concernant un bateau approchant de l'île. Junio enfilait sa tenue de plongée, déterminé à infiltrer seul le complexe insulaire. Il plonge dans l'eau et entame sa mission solitaire pour saboter cette opération corrompue de l'intérieur. À l'intérieur de la chambre de l'officier décédé, Nos brûle méthodiquement les archives secrètes. Alors que le feu consume les preuves, elle remarque un dossier intitulé « Gardien ». Elle tombe sur son propre dossier personnel, qui contient l'affirmation, ce putain de mensonge à vous retourner les entrailles, que sa fille est décédée. Cette cruelle fabulation la percute de plein fouet et elle s'effondre, submergée par le chagrin et la rage. Sur la tour, Mongi exige de nouveau que Gi-hun lui cède le bébé. Gi-hun semble obtempéré, déposant avec soin le bébé sur le pont rétractable. Pendant que Mongi est distrait, Gi-hun arrache un couteau d'un cadavre voisin. Juste au moment où le pont amorce sa rétraction, il exécute un saut spectaculaire, atterrissant parfaitement sur la tour finale. Mongi lui rappelle sa promesse de se sacrifier, ce putain d'hypocrite moralisateur absolu. Gi-hun rétorque que Mongi ne vaut pas ce putain de sacrifice et c'est alors que l'enfer se déchaîne. Ils se battent comme des bêtes sauvages jusqu'à ce que Mongi recourt au coup bas ultime, attraper le bébé et le suspendre au-dessus du vide. Les deux hommes luttent pour le contrôle jusqu'à ce que leur combat de merde les envoie tous les deux basculer par-dessus bord. Gi-hun parvient à s'agripper à une barre de métal, tandis qu'un Mongi désespéré s'accroche à sa veste pour sauver sa peau. La manche de la veste se déchire net, envoyant Mongi plonger vers sa mort sanglante et amplement méritée. Gi-hun se hissait pour remonter, avant d'avoir la réalisation déchirante qu'ils n'ont jamais enclenché le bouton de départ. Il presse le bouton, se tient au bord de la tour et serre doucement le bébé dans ses bras. Il murmure cette phrase d'une profondeur abyssale. « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains », avant de se laisser délibérément tomber en arrière. Son sacrifice ultime fait capoter toute la partie, insuffle à No la volonté de survivre et parvient à ébranler le maître du jeu au cœur de glace. Le maître du jeu ordonne une putain d'évacuation complète et enclenche la séquence d'autodestruction du complexe. Junio pénètre dans le complexe en plein chaos et aperçoit son frère tenant le bébé. Il hurle sur son frère, exigeant de savoir ce qu'il se passe, mais ne reçoit qu'un silence de mort en retour. Junio parvient à s'échapper juste au moment où l'île entière explose dans un cataclysmique putain de merdier derrière lui. 6 mois plus tard, il s'avère que le maître du jeu a empoché tous les putains de gains de Gi-hun. No reçoit des informations crédibles selon lesquelles sa fille pourrait être encore en vie en Chine. Junio rentre à son appartement et y trouve le bébé ainsi qu'une carte de crédit chargée avec la totalité des 45,6 milliards de putains de wons. Dans une tournure étrangement réconfortante, la mère de Sebuk retrouve enfin son fils qu'elle avait perdu de vue. Le maître du jeu localise la fille de Gi-hun qui vit à Los Angeles. Il informe du décès de son père et lui remet une boîte contenant ses effets personnels. La boîte contient la veste ensanglantée de Gi-hun et une carte de crédit créditée de l'argent du prix. Alors que le maître du jeu s'éloigne, il observe Ella, la recruteuse, jouer au dakji avec un sans-abri. Leurs regards se croisent et un instant de compréhension silencieuse et sinistre s'échange entre eux. La saison s'achève sur l'insinuation glaçante que tout ce putain de merdier horrible est loin d'être terminé.